Bonjour chers élèves, donc dans le cadre de cette nouvelle technique d'éducation, bien d'enseignement à distance, nous vous présentons cette leçon, cette vidéo qui est destinée tout d'abord aux élèves de première année baccalauréat sciences économiques et gestion, donc qui porte sur la leçon d'économie, la période 2, intitulée la répartition et la redistribution de revenus. Donc commençons par cet exemple. Donc les ménages, le ménage Reda a reçu pendant le mois de juin 2008 les revenus suivants. Le père qui est un fonctionnaire qui touche 8 000 dirhams par mois. Donc le père et la mère disposent en commun d'un compte sur carnet auprès de la banque. Les intérêts perçus à la fin du mois de juin s'élèvent à 500 dirhams. Donc ensuite, le père est propriétaire d'un appartement qui loue à 1500 dirhams par mois. Donc il a un revenu de location de 1500. La fille qui est une étudiante à la faculté de droit perçoit une bourse trimestrielle de 2000 dirhams. Donc, et ensuite, le grand-père qui vit avec la famille reçoit une pension de retraite CIMER, Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, et CNSS de 3000 dirhams. Il dispose en outre d'une terre dans son village natal qui loue contre le tiers de la récolte annuelle. Donc, enfin, il y a 3 enfants à charge pour qui le père perçoit des allocations familiales de 800 dirhams par mois, c'est-à-dire 300 dirhams l'enfant. Donc, travail à faire, tout d'abord, quelles sont les formes du revenu, ou bien de revenus mentionnés au niveau de cet exemple? Et deuxième question, complétez le tableau suivant. Donc, vous essayez de remplir ou bien de relever ou déterminer le titulaire du revenu, le montant de chaque type de revenu, la nature de revenu, et ensuite la contrepartie de cette revenu, et enfin la nature de répartition de revenus. Est-ce qu'il s'agit d'une répartition primaire, c'est-à-dire est-ce que le revenu est perçu en contrepartie d'un service ou bien d'un travail, ou bien sans contrepartie, c'est-à-dire une répartition secondaire. Et troisièmement, vous donnez ou bien vous définissez la notion de revenu. Donc, corrigeons l'exercice, ou bien l'exemple précédent. Donc, pour la première question, quelles sont les formes de revenus mentionnées ou bien citées au niveau de cet exemple? Donc, les formes de revenus sont, tout d'abord, on a salaire ou bien traitement. Donc, au cours de la leçon, on va voir la différence entre la notion de salaire ou bien de traitement. On a bien sûr les intérêts, en contrepartie du compte sur carnet, le loyer, la bourse et le revenu en nature. C'est normalement le 1/3 de la récolte perçue par le grand-père, et la pension de retraite, et enfin les allocations familiales. Donc, pour la deuxième question, pour remplir ce tableau, donc les titulaires de revenus sont le père qui perçoit normalement un salaire, ou bien qui est un fonctionnaire et perçoit un salaire de 8000 dirhams. La nature du revenu, ce sont des traitements, car c'est un fonctionnaire d'État. Ensuite, la contrepartie de ce revenu, c'est son travail, donc sa prestation de travail. Donc là, il s'agit d'une répartition primaire du revenu. Ensuite, on a le père et la mère. Ils perçoivent un revenu de 500 dirhams par mois, donc sous forme d'intérêt. Donc la nature de revenu, ce sont des intérêts. La contrepartie de ce revenu, c'est le capital, donc c'est le capital déposé à la banque. Ensuite, on peut dire que la nature de cette répartition, de la répartition de ce revenu, c'est une répartition primaire, car ce revenu est en contrepartie du capital. Donc ensuite, on a le père. Il perçoit le loyer, donc 1500 dirhams du loyer. Donc la nature de revenu, c'est la location bien le loyer.
Ensuite, la contrepartie, c'est le capital. Donc là, on parle d'un appartement. Donc la propriété d'un appartement, il s'agit d'un capital technique. Et enfin, on peut dire que la nature de cette répartition, c'est une répartition primaire. La fille qui perçoit normalement une bourse d'une valeur de 2000 dirhams, donc le montant c'est 2000 dirhams, la nature de revenu c'est une bourse. Là, normalement, la fille ou bien l'étudiante, il perçoit ce revenu sans contrepartie, donc il n'exerce aucun travail en contrepartie de cette bourse. Donc là, on parle d'une répartition secondaire. Et ensuite, on a le grand-père. Il perçoit normalement 3000 dirhams comme pension de retraite. Donc, cette pension de retraite, c'est une contrepartie de sa cotisation à la CNSS et au CIMER pendant sa période d'activité. Donc, là, il s'agit bien évidemment d'une répartition secondaire. Car actuellement, le grand-père, il n'exerce pas une prestation de travail ou bien un emploi, donc il est en période d'une phase d'inactivité. Donc ensuite, il perçoit un revenu en nature, c'est le 1/3 de la récolte du terrain ou bien de la terre agricole louée normalement aux paysans. Donc la contrepartie de ce revenu, c'est le capital. Donc il s'agit ici d'une répartition primaire. Et enfin, on a le père qui perçoit normalement un revenu de 900 dirhams en contrepartie des allocations familiales. Donc la nature du revenu, ce sont des allocations familiales. Donc la contrepartie, c'est les cotisations sociales. Et enfin, il s'agit d'une répartition secondaire. Donc pour la dernière question, c'est concernant la définition du revenu. Donc comme vous voyez, le revenu est un ensemble de ressources en monnaie, soit en nature, donc perçu par un agent économique au terme d'une période donnée. Donc le revenu est versé en contrepartie du travail fourni ou du capital apporté. Donc il s'agit normalement des revenus de la répartition primaire, ou bien le revenu peut ne pas avoir la contrepartie directe. Donc là, il s'agit d'un revenu d'une répartition secondaire. Par exemple, la bourse pour les étudiants et les élèves, la pension de retraite pour les retraités, les allocations familiales, etc. Donc tous ces revenus, ce sont des revenus de transfert ou bien de répartition secondaire. Donc pour conclure, ou bien comme synthèse, les ménages participent à la production en fournissant le travail ou en apportant le capital financier ou bien technique. Ils reçoivent normalement en contrepartie un salaire, des intérêts, des loyers ou bien le loyer. Donc ces revenus sont le résultat de la participation directe à la production. Là, donc, on parle de la répartition primaire. Ensuite, on parle des revenus produits, c'est-à-dire les ménages bénéficient aussi des prestations sociales, donc les allocations familiales, les pensions, etc. Donc, ils sont des revenus sans contrepartie directe. Donc là, on parle des revenus de transfert ou bien la répartition secondaire de revenus. Donc voilà, comme première séquence ou bien comme première partie de cette leçon, on va voir la répartition primaire du revenu. Donc la répartition primaire correspond à la distribution des revenus appelés revenus primaires. Donc ces revenus constituent la contrepartie du travail fourni ou bien du capital apporté. Donc comme vous voyez, on a déjà vu au niveau du cours de l'organisation,
la répartition de la richesse ou bien la répartition de la valeur ajoutée. Donc, cette valeur ajoutée se répartit aux différents agents économiques qui ont participé à la production selon leurs apports, que ce soit des apports en nature, c'est-à-dire en capital, ou bien des apports en capital, ou bien au travail. Donc, commençons par le revenu du travail. Donc, comme vous savez, on a deux facteurs. Pour la production, on a deux types de facteurs de production. Donc, on a le facteur travail et le facteur capital, et ensuite on a le facteur naturel. Donc, pour le facteur travail, ou bien là on parle du revenu travail. Donc, commençons par la définition du salaire. Tout d'abord, le salaire est une somme d'argent qui est en contrepartie normalement d'une prestation de travail ou bien d'un service, d'une prestation de travail effectuée par l'employé. Donc le salaire est une somme d'argent versée à un salarié en contrepartie de son travail. C'est la rémunération de l'effort fourni par le travailleur. Donc maintenant, on va voir les différentes formes du salaire. Donc on a tout d'abord le salaire au temps. Donc la rémunération est versée en fonction du temps du travail, c'est-à-dire soit le salarié est rémunéré soit à l'heure, ou bien à la journée, ou bien au mois, c'est-à-dire le salaire mensuel. On parle alors du salaire horaire, salaire journalier, ou bien salaire mensuel. Ensuite, on a la deuxième forme, c'est le salaire au rendement, c'est-à-dire un salaire lié à la rentabilité ou bien au rendement du salarié. Donc, il est composé essentiellement du salaire de base, proportionnel au temps et des primes attribuées en fonction du rendement. Donc, plus le salarié produit plus il perçoit normalement un salaire plus élevé. Donc, le salaire à la pièce, c'est un salaire calculé en fonction de la quantité produite, c'est-à-dire en fonction du nombre de pièces fabriquées. Donc là, le salarié est payé en contrepartie du nombre de pièces fabriquées. Donc, ensuite, on a le salaire nominal, c'est le salaire exprimé en unités monétaires reçu par le travailleur. Par exemple, M. Alaoui touche 10 000 dirhams par mois. Donc, ces 10 000 dirhams constituent un salaire nominal. Donc, il est exprimé en unités monétaires. Le salaire réel, normalement, il est lié au pouvoir d'achat. Donc, c'est la quantité des biens et services que le salaire nominal permet d'acheter. Donc, on va voir cette notion de salaire réel à travers un exemple. Donc, on passe à cet exemple. Monsieur Ahmed touchait en 2000 un salaire journalier de 100 dirhams. Donc, durant cette année, le prix d'un kilogramme de viande était de 50 dirhams. Donc, le salaire de monsieur Ahmed a passé en 2010 à 120 dirhams. Le jour est, à 120 dirhams le jour. Donc, et le prix d'un kilogramme de viande a passé à 110 dirhams. Donc, comme vous voyez au niveau de ce tableau, on a les années, le salaire journalier, le prix d'un kilogramme de viande et la quantité de viande achetée par le salaire journalier. Donc, en 2000, M. Ahmed, normalement, il touche normalement 100 000 dirhams, donc 100 dirhams, pardon. Donc là, le prix d'un kilogramme de viande est de 50 dirhams, donc il a pu acheter normalement 2 kilogrammes en 2000. Mais en 2010, sa consommation a diminué, donc il achète 1,71 kg. Donc maintenant, on doit calculer la variation en pourcentage concernant la variation des prix et la variation du salaire. Donc, pour calculer cette variation, tout d'abord, on a normalement, pour la variation des salaires, est égal normalement au salaire en 2010, c'est-à-dire à la période, à l'instant T. Donc,
c'est 120 dirhams, moins le salaire de 2000, la période T0, divisé sur le salaire de la période normalement précédente. Donc, la variation va donner normalement 20%. La même chose pour la variation des prix de viande. Donc, on a pour la période, ou bien l'instant T, c'est-à-dire en 2010, 70 dirhams, moins 50, divisé sur 50, donc fois 100. Voilà, donc est égal. Donc la variation des prix nous donne normalement 70 moins 50, divisé sur 50 fois 100, est égal à 40%. Donc les prix sont variés, sont augmentés de 40% en 2010 par rapport à 2000. Et ensuite, pour la variation de la quantité de viande achetée par le salarié, on constate ici il y a une diminution, car normalement on a 1,71 kg en 2010, moins 2 kg en 2000, divisé sur 2 fois 100, donc ça nous donne moins 14,5%. Donc, on constate ou bien on peut conclure que même si normalement le salaire a augmenté, on constate une diminution au niveau de la quantité de viande achetée ou bien au niveau de la consommation de ce salarié. Donc une diminution de 14,5%. Ouais. Donc maintenant, on va voir les différentes appellations de salaire ou bien de rémunération. Donc la notion de salaire concerne essentiellement les salariés. Les noms donnés aux autres catégories socio-professionnelles sont différents. Donc les rémunérations versées aux fonctionnaires d'État sont appelées traitements. Pour les rémunérations versées aux professions libérales, comme les avocats, les experts comptables, les notaires, etc., sont appelés des honoraires. Donc ce n'est pas un salaire, mais ils sont appelés des honoraires. Donc ensuite, les rémunérations versées aux employés administratifs et au cadre des entreprises sont appelés les appointements. Et ensuite, on peut dire que si le salarié est payé en argent, on parle du salaire monétaire. Donc, s'il est payé sous forme de biens, là, on parle, ou bien d'un service, on parle de salaire en nature. Par exemple, je vous donne un exemple pour le salaire en nature. Par exemple, si l'employé, ou bien si le salarié est payé en contrepartie, ou bien bénéficie en contrepartie de son rendement d'un voyage avec sa famille de 2 jours, ou bien d'un week-end. Donc là, on parle d'un paiement ou bien d'un salaire en nature et pas en argent. Ou bien pour le salaire en argent, il est appelé aussi le salaire en numéraire. Donc ensuite, le salaire constitue une source de revenus pour le travailleur et une charge pour l'employeur. Pour la fixation des salaires, comme vous savez, il y a normalement, on cite 3 types de fixation. On a tout d'abord la fixation individuelle qui est faite entre l'employeur et l'employé. Donc le salaire est le résultat d'un contrat, le contrat de travail, entre le salarié et l'employeur. Ensuite, il y a la fixation conventionnelle ou bien collective. Ça veut dire quoi? La convention collective du travail est un accord relatif aux conditions d'emploi et de travail entre, d'une part, les représentants des employés, là on parle des syndicats, et d'autre part, l'employeur. Donc là, il y a une fixation de salaire entre normalement les syndicats, ou bien les représentants des employés, et l'employeur. Donc ensuite, le dernier type de fixation des salaires, c'est la fixation des salaires par l'État. Là, pour protéger les salariés contre les abus des employeurs, normalement l'État intervient pour fixer un salaire minimum pour les salariés. Là, on parle bien sûr du SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum interprofessionnel garanti, et le SMAC, c'est au niveau
d'agriculture, c'est le salaire minimum agricole garanti. Maintenant, on passe au deuxième facteur de production, c'est le facteur capital. Là, on va voir normalement le revenu du capital. Donc, comme vous savez, on a vu au niveau du cours de facteurs de production, le facteur capital, on a vu deux types de facteurs capital. On a le facteur technique et le facteur capital financier. Donc, pour le facteur capital technique, on a vu le facteur capital normalement fixe et variable. Donc, il s'agit de la rémunération du capital technique et financier. Donc, pour le loyer, on a tout d'abord le revenu comme la première forme du revenu, c'est le loyer. Là, on parle tout d'abord, on distingue entre le loyer proprement dit, c'est-à-dire c'est la contrepartie de la location d'un bien immeuble ou meuble. Par exemple, la location le loyer d'un appartement. Là, on parle du loyer proprement dit. On a bien sûr la rente financière. Donc là, c'est la somme reçue en contrepartie de la location des terres agricoles et des terrains nus. Pour la rente, là on parle de loyer des terres agricoles ou bien des terrains nus. Par exemple, les terrains nus, par exemple, un parking. Donc, cette rémunération, ou bien cette rente, il peut être soit en nature, comme on a vu au niveau de l'exemple, soit en numéraire. La redevance, c'est la contrepartie de la location des biens meubles. Les biens meubles, par exemple, la location des machines, la location des voitures. Ensuite, on a les intérêts. C'est la rémunération obtenue en contrepartie des sommes d'argent prêtées. L'intérêt dépend normalement du montant du prêt ou bien de sa durée. Donc, et enfin, on a le profit. C'est le revenu qui reste à l'entrepreneur après avoir rémunéré les facteurs de production et après avoir payé les impôts. Donc, il est réalisable lorsque les produits, normalement, ils dépassent les charges. Et enfin, on va voir maintenant les inégalités des revenus. Donc, des inégalités peuvent être créées ou bien constatées après avoir fait la répartition primaire de revenus, donc au niveau des revenus distribués. Ces inégalités peuvent être normalement expliquées par plusieurs facteurs. Sont les suivants. À la fois, normalement, ils sont dus à la fois à la qualification et la compétence professionnelle. Il s'agit des disparités salariales entre les différences ou bien les différents salariés, donc qui sont dus à la différence du niveau de qualification professionnelle des salariés et en même temps de leurs compétences. Par exemple, le salaire perçu par un ingénieur, il n'est pas égal à un salaire perçu par un technicien. Ensuite, on a la différence du niveau d'activité économique entre les régions d'un même pays. Donc, comme vous voyez, on constate une disparité au niveau des régions. Par exemple, si on compare par exemple une région, par exemple la région de Casablanca, par exemple, à une autre région, là, on constate des disparités au niveau de l'activité économique de la région et des facteurs qui sont liés à la nature des secteurs d'activité. Donc, après avoir expliqué la répartition primaire du revenu, on passe à la répartition secondaire, bien la redistribution des revenus. Donc, la répartition primaire, comme on a vu, il conduit à des inégalités. Donc, les pouvoirs publics procèdent à une répartition secondaire en redistribuant des revenus. C'est pour, bien sûr, atténuer ou bien réduire les inégalités sociales au niveau du pays. Donc, cette redistribution consiste à distribuer des revenus appelés revenus de transfert et ce sous forme de prestations. Cette répartition secondaire est financée essentiellement par des prélèvements. Des prélèvements, ça veut dire des déductions fiscaux et parafiscaux. Donc, tout d'abord, on va voir les prélèvements. Commençons par les prélèvements fiscaux, bien les déductions fiscales.
L'État intervient par l'impôt, qui est un prélèvement obligatoire effectué par les autorités publiques sur le revenu et sur la consommation sans contrepartie directe. Donc, on distingue entre deux types d'impôts. On a l'impôt direct, normalement, qui est prélevé directement du salaire ou du revenu. Normalement, il est prélevé directement sur le revenu. Exemple, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire l'IR, et l'impôt sur les sociétés ou bien l'impôt sur les bénéfices. Ensuite, le deuxième type d'impôt, c'est l'impôt indirect. C'est un impôt qui frappe les dépenses ou bien la consommation des ménages. Exemple, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est la TVA. Là, pourquoi il est appelé un impôt indirect? Car normalement, le consommateur final qui supporte cet impôt, il paye l'impôt à l'entreprise et normalement, l'entreprise paye l'impôt à l'État, c'est la TVA facturée, c'est la TVA récupérable. Et pour le consommateur, il paye la TVA facturée. Donc là, l'entreprise ne constitue qu'un intermédiaire entre l'État et le consommateur final pour payer cet impôt, c'est-à-dire la TVA. Ensuite, on a les prélèvements parafiscaux. Il s'agit de prélèvements sociaux. Par exemple, on parle des cotisations sociales. Ils sont prélevés obligatoirement à la source et versés aux organismes de sécurité sociale. Donc, ensuite, on a les revenus de transfert. Là, on parle tout d'abord des prestations sociales. Donc, ils représentent un effort social pour prendre en charge les risques que l'individu seul peut difficilement supporter. Donc, s'il ne bénéficie pas d'un revenu élevé. Par exemple, les allocations familiales, c'est le montant mensuel des allocations familiales qui est égal à 300 dirhams actuellement. Après la réforme de, normalement, juillet 2019. Donc, pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams pour chaque enfant du 4e à 16e. Donc, pour les allocations familiales, donc, on a 300 dirhams pour les 3 premiers enfants et 36 dirhams par mois pour les 3 derniers. Donc, les autres prestations sociales, il s'agit des indemnités de maladie, les indemnités de maternité, par exemple pour les femmes en couche, et les indemnités de décès. Ce sont des prestations à court terme. Et on a des prestations à long terme. Là, on parle des pensions de retraite, des pensions de survivants et les pensions d'invalidité. Et enfin, on a les autres prestations. Donc, il s'agit des consommations collectives, des bourses, des subventions. Ce sont des dons effectués par l'État ou bien des subventions effectuées par l'État ou bien par les associations. Ils peuvent être en nature ou bien en argent. Donc, ils n'ont pas une contrepartie directe. Ils sont donnés sans contrepartie. Donc, remarque, les organismes de la sécurité sociale au Maroc sont, tout d'abord, on cite la Caisse nationale de la sécurité sociale, c'est la CNSS. Ces bénéficiaires, ce sont le personnel du secteur privé. Le régime collectif d'allocation de retraite, RCAR. Donc, ces bénéficiaires sont le personnel contractuel des administrations publiques. Et ensuite, on a la Caisse marocaine de retraite, la CMR, pour les fonctionnaires des administrations publiques. Et enfin, on a la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, la CIMR, pour le personnel du secteur privé sur une base volontaire. Donc, voilà, merci chers étudiants. J'espère que cette leçon a été bien présentée et tout. Donc, merci chers étudiants pour votre attention. Donc, j'espère que vous avez compris normalement cette leçon. Donc, je vous souhaite bon courage, préparez-vous aux examens. Donc, à la séance prochaine, Inch'Allah.